Chapitre 2. Oh! Gary gémit, prit ses jambes à son cou et courut à la maison en appelant maman. Je me précipitai derrière lui. Attends, Gary, criai-je, tout en riant. J'avais enfoui mes orteils dans l'herbe. Tu aurais pu deviner quand même. Mais mon frère n'était plus en état de réfléchir. L'émotion avait été trop forte. Attends, insistai-je. Je n'ai pas eu le temps de te montrer le monstre qui vit dans l'arbre. À ces mots, il s'arrêta net et se retourna, défiguré par la peur. Quoi? Il est là, je l'ai vu! Dis-je en désignant le sol sous lequel nous étions assis. Non, ce n'est pas vrai, hurla-t-il. Il se mit à courir. Reviens, idiot, je vais te le montrer. J'avais placé mes mains en porte-voix pour qu'il m'entende mieux. Mais Gary continua sa course et trébucha sur les marches du perron. Il entra en trombe dans la maison en claquant la porte derrière lui. J'espérais un instant qu'il passerait une dernière fois, sa tête affolée dans l'embrasure de la porte, mais il ne revint pas. Alors, je ris comme une folle. Le mangeur d'orteils était une merveilleuse idée. Et j'étais ravi d'avoir caché mes doigts de pied dans l'herbe pour lui faire croire qu'ils avaient été dévorés. Génial! Pauvre Gary, c'était vraiment trop facile avec lui. À l'heure qu'il était, il devait pleurnicher dans les bras de maman en m'accusant de méchanceté. J'allais sûrement me faire passer un savon pour avoir encore une fois terrorisé mon petit frère. Je préférais rester dehors et me faire un peu oublier. Soudain, une main me saisit l'épaule et au même instant, j'entendis un hurlement rauque. Waouh! Mon sang se glaça et je laissai échapper un petit cri. Oh non, un vrai monstre! Pensais-je effrayé. Faisant volte-face, je découvris la figure hilare de mon copain Stéphane Mesmer. Il rigolait tellement qu'il en avait les larmes aux yeux. Si tu crois que tu m'as fait peur, c'est sans doute pour ça que tu as appelé au secours, se moqua-t-il en roulant les yeux grands comme des billes. J'ai été un peu surprise, c'est tout. Tu croyais que c'était un vrai monstre, hein? Avoue, ironisa Steph, fier de lui. Pourquoi un monstre? Ricanai-je. Parce que tu ne penses qu'à ça, tu es complètement obsédé. Tu exagères. Il me répondit par une grimace. Steph était le seul de mes copains à être resté coincé ici comme moi pendant tout l'été. Alors il tournait en rond pour passer le temps. Steph mesure 10 bons centimètres de plus que moi. Comme tout le monde d'ailleurs. Il a les cheveux roux et un visage plein de taches de rousseur. Il est plutôt mince. Il porte souvent des shorts très larges qui le font paraître encore plus maigre. Désignant la maison, il demanda. Pourquoi Gary courait-il en pleurant? Regarde, il nous observe par la fenêtre de la cuisine. Oh, tu sais, je crois qu'il a vu un vrai... Monstre, encore un? Oh, ça suffit, s'exclama Steph en me donnant une tape dans le dos. Je t'assure, ne rigole pas, il est dans l'arbre là, dis-je en pointant mon index sur le saule. Tu es vraiment trop bête, fit-il en jetant tout de même un petit coup d'œil. Je ne blague pas, il est horrible, il est là-haut, caché. Laisse tomber, tu veux, Betty. Puisque je te dis que Gary l'a vu, c'est pour ça qu'il s'est réfugié à l'intérieur. Ça ne te fatigue pas de voir des monstres partout? Pour une fois, je suis sérieuse. Mon visage exprimait la frayeur. Je regardais par-dessus son épaule, les branches pendantes du saule. Tu veux une preuve? Vas-y, lança-t-il sarcastique. Bon, eh bien, va chercher ce balai, ordonnai-je en lui montrant un qui était appuyé contre le mur du garage. Qu'est-ce que tu veux faire? Dépêche-toi, on va le faire tomber de sa cachette. Il parut hésiter. Visiblement, il doutait. Tu me crois alors? Lançai-je. Non, garde tes histoires pour ton gamin de frère. Tu sais très bien, et moi aussi, que rien ne tombera sauf que quelques feuilles. Alors va le chercher, Steph, insistai-je. Il m'observa un moment et s'exécuta à contre-cœur. Allons-y, fis-je en lui prenant le balai des mains. J'espère qu'il n'a pas grimpé tout en haut. Steph ouvrit les grands yeux. Tu sais, il faut vraiment que je ne sache pas quoi faire pour marcher dans une combine pareille. Crois-moi, s'il est encore là, tu sauras quoi faire. Nous marchâmes vers l'arbre. Je m'approcha et regarda attentivement à travers l'épais feuillage. Reste là, Steph, ça pourrait être dangereux. Arrête, je tremble, plaisanta-t-il. Je vais secouer la branche, n'aie pas peur. Tu veux dire que tu vas faire dégringoler le monstre? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Ah zut, le manche n'est pas assez long, dis-je le plus sérieusement du monde. Il va falloir que je monte. J'en frissonne, se moqua Steph. Ignorant sa remarque, je grimpais le long du tronc, un peu gêné par le manche du balai, et je m'installai sur une large branche. Et elle est où ton horrible créature? Demanda Steph sur un ton suffisant. Là, là, il est là, criai-je angoissé. Il est fou de rage. C'est toi qui es folle plutôt. Je me mis à genoux sur mon perchoir en tenant le balai tout droit. Je le levai aussi haut que je pus, puis je le lançai contre la branche du dessus. Ça y est, je l'ai eu, triomphai-je. Je baissai les yeux pour voir l'effet produit sur Steph. Il poussa un cri assourdissant. Le monstre venait de tomber et de rebondir sur sa poitrine.
Chapitre 3. Bien sûr, ce n'était pas un monstre, mais juste un vieux nid abandonné que des geais avaient construit 2 ans plus tôt. Steph, surpris de voir tomber quelque chose, avait eu une frousse terrible. Il rougit et ses taches de rousseur devinrent foncées. Je t'ai bien eu, me moquai-je en atterrissant sur l'herbe. Toi et tes monstres, grommela-t-il en me fusillant du regard. 1 minute plus tard, Steph était rentré chez lui. J'allais à la cuisine pour boire un verre de jus d'orange, prête à affronter le sermon de ma mère. Betty, arrête de faire peur à ton frère à la fin, commença-t-elle. Je m'appuyai contre le placard et fis semblant d'écouter. C'était toujours le même refrain. Mes histoires pouvaient affecter la sensibilité de Gary. Il fallait l'inciter à devenir courageux au lieu de l'effrayer avec ses stupidités. Mais maman, protestai-je, j'ai vu un horrible bête ce matin sous la haie. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Sans doute pour interrompre la série des reproches. Ma remarque eut pour effet de l'exaspérer. Quand elle est en colère, avec ses yeux verts, elle ressemble à un chat prêt à bondir sur sa proie. Elle laissa retomber ses bras et soupira excédée. Je vais en parler ce soir avec ton père. Il pense que ton obsession est passagère. Moi, je n'en suis pas si sûr. La vie aussi est passagère, répliquai-je, me trouvant très maligne. Elle se tut et me fixa. Mon cas devait lui paraître désespéré car elle décida de changer de sujet. Dépêche-toi, Betty, sinon tu vas être en retard à ton rendez-vous. Je consultai ma pendule. Maman avait raison, il était presque 4h30. Pour éviter que je passe mon été à ne rien faire, mes parents m'avaient inscrite à des cours de vacances qui se déroulaient à la bibliothèque municipale. Une fois par semaine, il fallait que j'aille voir Monsieur Mortimer, le bibliothécaire. Je devais plus ou moins lui résumer les livres que j'avais lus la semaine précédente et répondre à ses questions. À chaque ouvrage que j'avais compris, je recevais une médaille. Au bout de 6 médailles, j'avais droit à un prix. Excitant, non? Enfin, c'était toujours un moyen pour me cultiver. Au début, j'espérais me régaler avec des mystères et des phénomènes surnaturels, ce que j'avais l'habitude de lire avec mes copains. Mais non, Monsieur Mortimer insista pour que je dévore les classiques, des vieux bouquins, quoi. J'y vais en patin à roulettes, annonçai-je. Tu ferais mieux d'y aller en avion, plaisanta maman. Et fais attention, il va pleuvoir. Ma mère est une vraie grenouille. Elle prévoit toujours le temps. Je montai dans ma chambre pour prendre mes affaires. Une fois mes patins lacés, il ne me restait que 5 minutes pour arriver à l'heure. Heureusement, la bibliothèque n'est qu'à 500 mètres de la maison, juste le temps de réfléchir aux ennuis qui m'attendaient. Car je n'avais parcouru que 4 chapitres de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je pris le roman sur mon étagère, je froissais les dernières pages pour faire croire que je les avais lues, et je les fourrais dans mon sac à dos en même temps qu'une paire de baskets. Puis je dévalais les escaliers, ce qui n'était pas facile avec des patins, et je filais comme une flèche vers la bibliothèque. C'est une maison un peu délabrée située à l'entrée des bois. Autrefois, elle avait appartenu à un vieil ermite un peu excentrique. N'ayant pas d'héritier à sa mort, il en avait fait don à la municipalité qui l'avait transformée en bibliothèque. Certains prétendaient qu'elle est tentée, mais on dit cela de n'importe quelle massure vieillotte. Cela dit, elle n'est pas très rassurante. C'est une construction en meulière presque noire, avec un toit pointu et 2 tourelles en pierre. Elle semble perdue au milieu des arbres. À l'intérieur, il fait toujours humide, froid et sombre malgré les grandes fenêtres. Le parquet craque sous une moquette mince. Les étagères touchent presque le plafond. En marchant au milieu d'elles, j'ai l'impression d'être enfermé. Comme si elles vont se pencher et déverser sur moi des tonnes de livres. C'est idiot, bien sûr. En fait, il s'agit d'une simple bâtisse un peu branlante et pleine de toiles d'araignée. Monsieur Mortimer fait sans doute tout son possible pour l'entretenir, mais lui aussi est un peu chancelant. Avec un sourire qui fait plisser son front, il vous tend une main humide pour vous saluer. Ses doigts boudinés laissent des empreintes dans tous les coins, sur les pages, sur les tables. Petit et rond, il ressemble à une taupe avec ses petits yeux noirs, son crâne chauve et luisant. Il chuchote plus qu'il ne parle, d'une voix éraillée. Il aime bien les enfants, mais préfère ses chers bouquins. Il reste assis pendant des heures sur une chaise énorme qui lui donne l'air de flotter au-dessus de son bureau. Sur le côté de ce bureau, il y a un aquarium contenant des petites tortues. Il les appelle ses timides amies. De temps à autre, il en saisit une. Il la tient en l'air jusqu'à ce qu'elle rentre sa tête sous sa carapace, puis il la replace dans le récipient, un faible sourire éclairant son visage flasque. D'après lui, ce sont de parfaits animaux de compagnie. Seulement, elles sentent horriblement mauvais. Monsieur Mortimer est un peu bizarre. J'arrivai à temps à sa bibliothèque. Le ciel se couvrait de nuages.
Sur le seuil de la grande porte, j'enlevai mes patins. Je les déposai le long d'un mur dans l'entrée. J'enfilai mes baskets, empruntai l'étroit couloir, traversai tout droit la salle de lecture bordée par les étagères. Je courus jusqu'au fond où trônait le bureau du bibliothécaire. Je me plantai devant monsieur Mortimer essoufflé. Je le trouvai derrière une pile de livres sur lequel il apposait des tampons. Le plafonnier faisait briller la peau de son crâne. Bonjour, Betty, lança-t-il. Je suis à toi tout de suite. Je lui rendis son salut et m'assis sur la chaise pliante, face à lui, avec sa petite tête sortant d'un chandail à col roulé. On aurait dit une tortue. Puis il leva les yeux vers moi et me demanda: Alors, qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Notre-Dame de Paris, balbutiai-je en fixant ses mains moites. Je sortis l'ouvrage de mon sac. Ah, c'est un livre magnifique, non? Ça m'a vraiment plu, mentis-je. Je ne pouvais plus m'arrêter. C'était en partie vrai, puisque je l'avais à peine commencé, je ne risquais pas de le finir. Et qu'est-ce que tu as préféré? Demanda-t-il avec un sourire gourmand. Les descriptions. Et, coup de chance, il me questionne sur le chapitre 4. Je l'avais échappé belle. Je repartis avec ma médaille de lectrice émérite et un roman que je venais de prendre sur les rayons. Frankenstein. Je le lirai à haute voix à Gary, pensai-je méchamment. Il claquera des dents pour le reste de ses jours. Le soleil se cachait derrière de lourds nuages de pluie. Je marchais vers la maison perdue, dans mes réflexions, quand je me rendis compte que j'avais oublié mes patins. Il était hors de question que je les laisse là-bas toute la nuit. Je fis demi-tour, en espérant que la bibliothèque ne serait pas fermée. Le bâtiment était noyé dans l'ombre. Ses fenêtres sinistres semblaient me fixer. Grimpant les marches en pierre du perron, j'eus un instant d'hésitation. Je frissonnais. Était-ce le fait d'être seul dans cette demi-obscurité? Non, l'impression était désagréable, indescriptible. Comme un signe bizarre qu'on me ferait, une menace pesait sur moi. Je me secouai, ouvris la porte grinçante et pénétrai dans l'entrée moisie et noire.